Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, sur la base du principe fondamental hérité de nos ancêtres kémites, qui est la Marat, vérité, justice. Notre rôle à nous, c'est de vous donner, vous dire la vérité, afin que justice puisse être rendue à l'Afrique. Il s'agit donc d'apporter notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Oh, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, je ne veux pas beaucoup parler, je veux plutôt vous faire écouter. Écouter une dame, écouter une sœur pour certains, écouter une mère pour d'autres, écouter une grand-mère pour les plus jeunes. Cette dame, c'est Simone Gbagbo, que tout le monde devrait connaître. Elle résume la situation de la Côte d'Ivoire, la situation du Mali, le problème africain et surtout les relations entre la France et l'Afrique. Je vous invite donc à l'écouter et après, nous pourrons dire un mot sur la personne et sur le contenu. Depuis 1963, plusieurs rébellions venues du Nord ont plongé le Mali dans une situation d'instabilité quasi permanente. En 2012, une intervention militaire internationale menée sous la houlette de la France a contrarié l'assaut des rebelles du MNLA, Mouvement national de libération de l'Azawad, et de leurs alliés islamistes, qui étaient en passe d'occuper tout le pays. C'est dans ce contexte sécuritaire très difficile que le président Ibrahim Boubacar Keïta, dit IBK, a été élu. Durant toute sa présidence, il n'a pas réussi à réunifier le pays ni à ramener la paix. Pendant plusieurs mois, les masses populaires organisent de nombreuses manifestations citoyennes et politiques. IBK est finalement renversé par un coup d'État militaire dirigé par le colonel Assimi Goïta et il démissionne le 19 août 2020. Cette prise du pouvoir a été saluée par la majorité du peuple malien. En réalité, le coup d'État n'a été que l'aboutissement de ce combat du peuple malien. Voilà. Le dimanche 9 janvier 2022, à Accra, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, réunis en sommet extraordinaire, prennent des sanctions contre le peuple et les nouvelles autorités du Mali. Voilà. Quelle analyse pouvons-nous faire de ces sanctions? Très bien. Il convient de rappeler d'abord
les sanctions prises par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO avant de les analyser. Ce sont, premièrement, la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Mali. Deuxièmement, la suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les pays de la CEDEAO et le Mali, à l'exception des produits alimentaires de grande consommation, des produits pharmaceutiques, des matériels et équipements médicaux, y compris ceux prévus pour la lutte contre la COVID-19, des produits pétroliers et de l'électricité. Il s'agit du gel des avoirs de la République du Mali dans les banques centrales de la CEDEAO, du gel des avoirs de l'État malien et des entreprises publiques et parapubliques dans les banques commerciales des pays de la CEDEAO, de la suspension de toute assistance et transactions financières en faveur du Mali par les institutions de financement de la CEDEAO, particulièrement la BIDC, Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, et la BOAD, Banque ouest-africaine de développement. Okay. Il s'agit de l'activation de la force en attente de la CEDEAO. Ces sanctions ont été endossées par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique monétaire ouest-africaine, UEMOA, réunie en session extraordinaire le 9 janvier 2022. Cette instance les a même renforcées par d'autres mesures coercitives. La suspension du Mali, des organes et institutions de l'UEMOA, la suspension des concours financiers en faveur du Mali par les institutions de financement de l'UEMOA. Toutes ces mesures de la CEDEAO et de l'UEMOA suscitent quelques points de réflexion. Premièrement, ces sanctions rappellent celles qui ont été prises par ces mêmes organisations régionales sous l'instigation de la France et de l'Union européenne contre la Côte d'Ivoire pendant la crise post-électorale de 2010-2011. Très bien. L'on avait alors, au nom de prétendues règles démocratiques à respecter, poussé à son comble le cynisme politique en allant jusqu'à imposer au peuple ivoirien un embargo sur les médicaments importés. L'on avait aussi ordonné la fermeture des banques locales opérant en Côte d'Ivoire, empêchant de la sorte les Ivoiriens d'accéder à leurs comptes bancaires. Plusieurs personnes à ce moment-là ont perdu la vie. Waouh! Tout cela s'est fait dans l'indifférence. J'espère que vous entendez très bien. Parfois avec la complicité de certains pays africains voisins de la Côte d'Ivoire. Ces sanctions au Mali s'apparentent à une punition du peuple malien. Leur sévérité et la rapidité avec laquelle elles ont été prises inclinent à penser que l'on reproche aux forces vives du Mali leur soutien aux acteurs du coup d'État. Troisièmement, ces sanctions apparaissent ainsi comme un signal fort envoyé aux autres peuples africains qui seraient tentés de suivre l'exemple malien. Quatrièmement, ces sanctions confortent la majorité de l'opinion africaine dans le sentiment que la CEDEAO et l'UEMOA sont instrumentalisés par les chefs d'État et servent à régler des comptes politiques. Elles traduisent éloquemment la tendance de plus en plus affirmée d'utiliser des institutions financières pour tenter de régler des crises politiques internes aux États. Très bien. Cinquièmement, ces sanctions donnent également à l'opinion africaine le sentiment que ces organisations aux ordres des chefs d'État sont manipulées par la France et par ses partenaires européens et internationaux. Le plus important. Très bien. Abordons maintenant les enjeux majeurs de la crise. Eu égard à ce qui précède, l'on peut affirmer que
Les sanctions prises contre le peuple frère du Mali sont illégales, car aucune règle de la CEDEAO et de l'UEMOA ne les justifie. Ces sanctions à caractère purement politique sont iniques dans leurs conséquences et s'apparentent à des crimes contre l'humanité. Oui, très bien. Sur le plan éthique, elles sont inhumaines. Que l'on ne s'y trompe pas, la crise malienne est un véritable cas d'école. Ce qui se joue au Mali aujourd'hui, c'est moins une guerre contre les djihadistes qu'une tentative de musellement du peuple et de la pérennisation d'une situation d'assujettissement au relent colonialiste. Il ne s'agit pas de libérer les populations maliennes des affres du terrorisme. Les enjeux majeurs de cette crise se cristallisent autour de la problématique de la souveraineté du Mali et des ex-colonies africaines de la France, qui, 62 ans après la proclamation de leur indépendance politique, subissent toujours le diktat des gouvernants français. Ces enjeux se déclinent comme suit. Premièrement, la crise malienne est d'abord et avant tout une bataille pour la transformation des relations entre la France et le Mali, entre cette ancienne puissance coloniale et ses anciennes colonies. Le peuple et les autorités de ce pays sont engagés dans une conquête des leviers géostratégiques nécessaires pour garantir une véritable indépendance de leur nation. Deuxièmement, la crise malienne est une opportunité que se donnent les autorités du Mali pour tirer le meilleur parti d'une mondialisation amplifiée des relations internationales. Ces autorités profitent ainsi du conflit qui l'oppose à la France pour faire appel à d'autres partenaires comme la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran, etc. Troisièmement, la crise malienne, c'est aussi l'exemple qui peut faire tache d'huile. Les cas de la Guinée et du Burkina Faso en sont l'illustration. Le désir de lutter pour la souveraineté des États de l'Afrique francophone couvre dans toutes les anciennes colonies africaines de la France. Bien. Et ce désir-là pourrait se généraliser. Aujourd'hui, la France, invoquant le caractère illégitime du régime militaire, a pris la décision unilatérale de retirer ses forces, de même que celles de ses partenaires du Mali. En effet, le 17 février 2022, le président français a annoncé le retrait des forces militaires Barkhane et Takuba du territoire malien. Voilà. Cependant, on peut constater qu'elle ne se retire pas bien loin du théâtre des opérations, puisqu'elle compte se replier au Niger voisin pendant qu'elle s'incruste en Côte d'Ivoire. Au moment où cet autre épisode de la crise commence, le Mali, ce pays frère, a plus que jamais besoin de notre soutien sans réserve. Cette position de soutien que j'adopte ne contredit en rien mon attachement viscéral au principe de l'accession au pouvoir par les urnes. Voilà. Mais il n'échappe à personne que dans l'histoire des peuples, à des moments critiques, l'armée a su parfois investir le champ politique pour justement créer les conditions d'exercice des droits démocratiques et des libertés fondamentales. Très bien. C'est pourquoi, conformément à ma vision d'une Afrique digne, souveraine et prospère, j'affirme ma solidarité au peuple frère et aux autorités du Mali. Bien dit. Je rappelle qu'après des siècles d'esclavage, des décennies de colonisation
et d'indépendance politique, toute velléité de recolonisation de l'Afrique contemporaine est inacceptable. Très bien. Je déclare que le moment est venu de retirer du continent africain toutes les forces françaises. OK. Je condamne fermement les sanctions inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA contre les populations et les autorités maliennes. Je demande la levée le plus rapidement possible de toutes les sanctions contre le Mali. Très bien. Puisque j'observe déjà que la crise malienne impacte négativement notre pays, j'interpelle la France, l'Union européenne, l'Union africaine et l'ONU sur leurs responsabilités quant à la dégradation de la situation humanitaire au Mali. Très bien. J'encourage le peuple et les autorités du Mali à continuer le combat pour l'accession du Mali à la souveraineté dans la cohésion et dans l'unité. Là, j'appelle tous les peuples amis, épris de justice, de paix et de liberté à aider le Mali et l'Afrique à s'assumer pleinement et à occuper la place qui leur revient de droit dans le concert des nations libres, démocratiques et souveraines. Très bien. Je demande fortement à tous les Maliens habitant en Côte d'Ivoire de respecter notre pays, sa sécurité, sa tranquillité, sa paix, et de ne pas en faire la base arrière de leur combat. Je reste disposé et disponible pour contribuer à la cause du Mali. Que Dieu protège le Mali. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et que Dieu bénisse l'Afrique. Bravo. C'est formidable. C'est formidable. Ce discours, je l'ai écouté à plusieurs reprises avant de décider de vous faire écouter vous-même ce que notre aîné Simone Gbagbo dit. Je crois que là, nous sommes face à une dame de la trempe de Winnie Mandela. Ce sont des leaders comme ça que nous voulons en Afrique. Vous voyez, depuis que la crise malienne a commencé, on n'a vu aucun leader politique africain de grande envergure, hein, bien connu, président, premier ministre, ministre, en fonction, parler comme elle parle. Même ceux qui ne sont plus en fonction. Il n'y en a pas. Et là, elle vous a fait le résumé de la situation africaine. Elle vous parle de la francophonie. Eh oui, c'est la mort de la francophonie. Parce que la francophonie, c'est elle qui est à l'origine de notre perte de souveraineté. Et elle dit qu'il faut supprimer ça. Il y a un point essentiel qu'elle a soulevé. La cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Ce que je voudrais ajouter, justement, c'est que cette cherté de la vie s'est aggravée avec la situation, les sanctions prises contre le Mali. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire se fait harakiri. Elle sanctionne le Mali tout en sachant que elle-même, elle va en souffrir. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, au moment où nous parlons, est à presque 1 million, hein, presque 1 milliard de francs CFA de pertes à cause de ces sanctions. Pareil pour le Sénégal. C'est au moins 1 milliard qu'ils ont perdu. Et ce marché est en train d'aller vers la Mauritanie, vers la Guinée. Et ça n'a aucun sens d'en arriver là. Le président ivoirien et le président sénégalais, Macky Sall, préfèrent aller tendre la main, quémander de l'argent à Bruxelles, dernièrement au sommet de l'Union européenne-Afrique, au lieu de régler leurs problèmes, parce que là, c'est de l'argent qu'ils sont en train de perdre. À Bruxelles,
ils n'ont rien reçu, que des promesses. Et encore, cet argent, quand elle va être distribuée à ces États et ces présidents flatteurs, c'est bien orienté dans les projets qui vont faire à ce qu'ils puissent évoluer. Je n'ai pas entendu, dans tout ce qu'ils ont dit, je n'ai pas entendu parler de l'industrialisation. Je n'ai pas entendu parler du transfert de technologie. Je n'ai pas entendu parler de l'agriculture, qui est pourtant une priorité des priorités. Je n'ai pas entendu parler de la santé en dehors des vaccins. Et quels vaccins? C'est pas on n'encourage pas la recherche pour des vaccins qui tuent le plus en Afrique, c'est-à-dire le paludisme et autres. Mais c'est contre la Covid qui est presque terminée dans ces pays européens. Donc vous voyez, c'est ça la grande différence. Et je vous ai présenté cet audio pour vous montrer à quel point nous avons de la matière grise. Nous avons des gens, malheureusement, on ne les connaît peut-être pas toujours, et puis bon, on ne les soutient pas toujours. C'est ça le problème. Mais ça permet aussi de comprendre que Simone Bagbo est présidentiable. Elle a la carrure, elle a le profil aujourd'hui de gérer un pays comme la Côte d'Ivoire ou de gérer même l'Union africaine. C'est ça la grandeur de la personne, c'est ça que j'ai voulu vous faire montrer, parce qu'elle a le courage. En général, des gens qui sortent de prison, comme elle a fait beaucoup de fois la prison, la dernière fois c'était avec Alassane Ouattara qui l'a incarcéré comme d'habitude, les grands dictateurs ou les France-Africains. C'est leur travail, c'est leur rôle, c'est leur spécialité. En général, quand ils sortent de prison, ils se taisent ou ils marchent sur des œufs. Mais elle n'a pas sa langue dans la poche. Elle parle comme une femme libre. Et ça montre aussi le rôle que doit jouer la femme africaine dans le combat panafricaniste. Parce que nous avons tendance à penser que ce sont les hommes qui doivent mener le combat. Non, les femmes ont une place considérable, essentielle, et elles doivent saisir cette opportunité pour soutenir ce combat. Parce que leur place n'est pas négociable. Et en Afrique, nous n'avons pas cette histoire d'égalité de l'homme et de la femme, parce que ça existe déjà. Nous naissons avec ça. Même si, parfois, dans l'éducation que nous subissons, on donne une certaine particularité pour les filles et pour les garçons, mais en fait, on nous a toujours élevés de la même façon. Voilà à peu près ce que je voulais dire. Et quand on appelle, on dit que le gouvernement de Choguel est une junte, elle dit, en fait, ce n'est pas une junte, ce n'est pas un coup d'État. Et c'est ça que nous acceptons, c'est ça que nous soutenons comme thèse. Ce n'est pas une junte parce que ce groupe de militaires est venu, si vous voulez, répondre à l'appel d'un peuple. Un peuple qui est essoufflé, qui souffre, et les militaires étaient obligés de prendre leurs responsabilités au risque de plonger dans une guerre civile totale, ce que d'ailleurs les Français auraient bien voulu. Comme ça, au lieu de 5000 soldats, ils allaient amener 10 000, 20 000, alors qu'on en a besoin. Là, en Ukraine, c'est ce qu'ils ne font pas. Or, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, nous sommes une force tranquille. Nous sommes une force pacifique. Ya ba kolerve, ya ma lembe. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse.
Abou Apia.